Donc, tout d'abord, voici ma recenseur des écrits de l'été 2015. Les cinq grandes parties que j'ai couvertes cet été, c'est premièrement l'intégration des compétences numériques au domaine d'éducation, la définition d'une pratique gagnante, les pratiques pédagogiques intégrant les technologies, puis les compétences nécessaires au 21e siècle, puis l'intégration d'éthique auprès des personnes âgées. Donc, tout d'abord, l'intégration des compétences numériques au domaine de l'éducation, j'ai remarqué que les auteurs avaient encore besoin aujourd'hui de justifier les bienfaits des technologies en éducation. Puis il y a énormément d'articles qui en parlent, énormément d'auteurs qui en parlent également. Par exemple, l'éthique permet des apprentissages supérieurs aux cours traditionnels. Il contribue au développement de diverses compétences, comme exemple la pensée critique, la résolution de problèmes, le travail d'équipe, l'innovation, la créativité. C'est toutes des choses qu'on a déjà entendu parler, notamment au fait qu'ils améliorent la compréhension des concepts abstraits. Ils améliorent aussi la motivation. Mais là, il y a un auteur qui soulignait un point important. Puis, quand il parle de motivation, il se demande, OK, est-ce que les élèves sont réellement motivés par les technologies ou ils sont motivés parce que c'est un concept nouveau? Fait que là, il se demandait si ça allait finir par s'estomper. C'était une belle observation que j'avais trouvée. Aussi, ça permet d'offrir un support cognitif inestimable. On parle d'outils ayant de forts potentiels cognitifs. Euh, Toutefois, les technologies doivent être supportées par des stratégies pédagogiques, puis c'est l'environnement d'apprentissage qui ferait toute la différence. Puis là, on parle également des natifs numériques et leurs besoins, où on dit que que les technologies sont en éducation présentement justement pour répondre aux besoins des natifs numériques, puis il ne faut pas les oublier. Puis, par exemple, les études démontrent aussi que c'est pas tous les élèves qui sont habiles avec les technologies, ou encore que les technologies sont bénéfiques pour tous les styles d'apprentissage. Avec là, il y avait comme un petit peu un point négatif où ce qu'il disait que, ok, c'est bien beau que les élèves sont motivés, mais est-ce que c'est tout le monde qui apprécie ça? Puis il s'entendait pas vraiment là-dessus. Puis il disait aussi que, selon une étude, que les élèves préféraient un amalgame du Web 2.0 avec des méthodes traditionnelles. Par exemple, ils aiment quand ce que l'enseignant euh, prépare des notes ou parle devant la classe, mais ils aiment aussi avoir comme un peu un petit mix avec les technologies. Ensuite de ça, on parlait aussi des technologies avec les enseignants, comment il y avait encore énormément de réticence à intégrer les technologies. Justement, dans une étude, je pense que c'est Vienno, si je me trompe pas, puis je sais que Thierry Carcentier est dedans, puis il mentionnait, et je cite, la compétence professionnelle à intégrer l'éthique est classée au dernier rang des priorités des futurs enseignants. Puis ça date de 2012. Fait que je trouve que c'est quand même, oui, ça fait comme quand même 3 ans, là, mais c'est quand même un petit peu alarmant de savoir que les futurs enseignants, c'est-à-dire les élèves qui sont les étudiants du baccalauréat, pensent pas eux autres non plus tant que ça d'intégrer les technologies. Ça fait que c'est quand même quelque chose d'alarmant. Puis, dans un des livres que Michel m'a gentiment passé, on mentionnait aussi que fallait avoir un minimum de 10 heures de formation pour que les apprentissages envers l'intégration d'éthique soient fructueux. Ça fait que pour que nos enseignants intègrent l'éthique, il faut au moins leur donner 10 heures de formation. Puis, il mentionnait également qu'il y avait une forte corrélation entre les compétences numériques puis l'intégration en classe, mais également la formation puis l'intégration d'éthique en classe. Puis, il y a un autre auteur, lui, il mentionnait qu'il y avait 4 niveaux comme d'intégration des technologies, si tu veux, là. Puis, le premier niveau, c'était la découverte. Le deuxième niveau, c'était l'adoption. Le troisième niveau, c'est l'appropriation, puis la création. Puis il mentionnait que la majorité des enseignants étaient principalement comme à l'étape 1 et 2, c'est-à-dire à la découverte et à l'adoption. Puis ça veut dire que
habituellement, ils en font comme une utilisation personnelle où ils vont pas vraiment changer leur pédagogie, mais ils vont l'utiliser comme exemple pour rentrer les notes dans l'Internet ou comme prendre les présences ou ces choses-là. Fait que vraiment, ils vont l'utiliser au niveau personnel, mais ils vont pas changer leur pédagogie. Ça fait que c'est un petit peu ça pour ce volet-là. J'essaie de faire un grand résumé pour pas tout vous mentionner parce que je sais que Caitlin puis Roman a beaucoup entendu parler là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par pratique gagnante? Donc, pour définir ça, j'ai eu un petit peu de difficulté parce que mes recherches n'étaient pas vraiment fructueuses tant que ça. Donc, pour parvenir à une définition, j'ai tout d'abord fait des recherches dans l'outil de base de données de Summum. Puis, je trouvais sincèrement pas grand-chose. Ça fait que là, sachant que je trouvais pas grand-chose, là, j'ai rencontré Jeanne, puis elle m'a conseillé d'aller faire la recherche, mais de façon généralisée, puis pas seulement dans des bases de données. Ça fait que là, j'ai été dans divers domaines, pas seulement le domaine de l'éducation, comme par exemple en administration ou même en tourisme, où ce que j'ai trouvé des définitions. Puis, suite à ça, ça répondait quand même pas aux besoins de définir qu'est-ce qu'on entendait par pratique gagnante. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fixé une rencontre avec le bibliothécaire, M. Hector Alvarez. Puis, on s'est rencontrés, puis lui, il m'a vraiment donné comme des pistes à suivre pour raffiner mes recherches. Puis, quand j'ai raffiné mes recherches, également, M. Alvarez avait également fait des recherches auparavant pour voir s'il y avait beaucoup de choses sur le domaine, sur le sujet, parce que lui, il n'avait pas vraiment entendu ce terme-là. Fait qu'il a vérifié dans des dictionnaires, puis des dictionnaires comme vraiment pour l'éducation, puis il disait que c'était normal qu'on n'avait pas beaucoup de données là-dessus parce que c'était justement une nouvelle définition qui venait. Donc, ce que j'ai retrouvé parmi les articles les plus pertinents, c'était que les pratiques gagnantes sont toujours en lien avec la littératie numérique puis avec les compétences du 21e siècle qu'on parle toujours des technologies. Donc, pratiques gagnantes, moi, j'ai fait le lien vraiment avec les technologies. Puis, lorsqu'on essaie de définir qu'est-ce qu'est une pratique gagnante, il y a plusieurs auteurs qui vont faire le pont entre les pratiques du passé et la réalité numérique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont toujours dire, OK, une pratique gagnante, c'est l'amélioration d'une pratique gagnante du passé. Puis, évidemment, il faut qu'elle reflète la réalité d'aujourd'hui. Il faut qu'elle est applicable à la recherche, à la théorie, à la pratique. Puis, elle doit bien sûr avoir un impact bénéfique sur l'apprentissage. Donc ensuite, j'ai fait un peu de recherche sur les pratiques pédagogiques qui intègrent les technologies. Puis ça, c'est des choses que probablement vous avez déjà entendues, ça fait je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais on parlait notamment des cours en ligne qui avaient plusieurs points positifs, comme le fait d'être attirant pour les institutions, qu'ils éliminaient beaucoup de contraintes, de déplacement des coûts. Tu pouvais faire, c'était très flexible, tu pouvais avoir de bons contacts avec des experts partout dans le monde, mais ça nécessitait quand même des compétences numériques autant des enseignants que des étudiants. Puis on a aussi parlé de la pédagogie inversée, vous en avez déjà entendu parler. Ça forme des apprenants actifs et responsables, mais encore là, c'est pas apprécié de tous, puis c'est pas non plus une pratique universelle, mais c'est quand même une pratique qu'on entend beaucoup parler, puis qui est quand même appréciée de beaucoup. Puis ensuite, on a parlé du gaming. J'ai fait un cours apprentissage éthique cet été, puis c'était dans mon projet final, donc c'est sûr que j'ai trouvé des articles qui étaient quand même intéressants que je pouvais intégrer également à mon travail d'été. Donc le gaming, ça permet d'apporter un environnement d'apprentissage signifiant. Ça peut supporter le raisonnement scientifique complexe, surtout dans les domaines STEM, là, sciences, technologies, ingénierie puis mathématiques. Puis encore là, c'est pas une approche universelle, ça a beaucoup de défis, par exemple à la conception ou le choix des ressources ou tous les défis structurels qui viennent avec ça. Puis finalement, au niveau 4, où ce que je parle des compétences nécessaires au 21e siècle,
pour respecter la réalité d'aujourd'hui, c'est sûr que il y a des auteurs qui vont dire, OK, ben, faut que la pensée critique et créative soit développée. Faut aussi développer des habiletés de communication, mais il faut aussi être capable de transférer nos connaissances dans divers contextes. Puis, selon les étudiants, parce qu'il y a un auteur qui a fait une recherche, puis là, il demandait aux étudiants, OK, c'est quoi selon vous comme les compétences qui sont nécessaires pour l'avenir? Puis, à l'unanimité, c'était les technical skills qui étaient au premier lieu des compétences nécessaires pour le 21e siècle. Puis ça, il y a plusieurs auteurs qui l'ont mentionné que les TIC, c'était vraiment nécessaire, une nécessité vitale pour le futur. Puis, il y a d'autres auteurs qui vont également dire que les compétences numériques, c'est une des compétences essentielles pour le succès. Puis, il y a un autre auteur qui apportait le point qu'il y avait un fossé alarmant qui continuait de se creuser entre les riches et les pauvres, d'où l'importance d'améliorer les pratiques en éducation, notamment avec l'intégration des TIC. Parce qu'il considère que les technologies, c'est un des points vitaux pour les connaissances, puis vient les connaissances de bons emplois, puis de bons emplois vient. Donc, c'est comme une roue qui tourne. Puis, finalement, le cinquième et dernier point, c'était l'intégration des TIC auprès des personnes âgées. Et là, je me suis vraiment plaie à faire de la recherche. Là, j'ai vraiment trouvé un sujet très, très, très intéressant où j'ai trouvé au départ très peu d'informations, mais vers la suite, là, j'ai commencé à comprendre où je devais chercher puis quels mots-clés je devais utiliser. Dans cette partie-ci, dans la situation, là, il y a des auteurs qui disaient, OK, ben, l'intégration d'éthique auprès des personnes âgées, ça commence à venir un peu alarmant. On dirait qu'on s'en fait pas trop parce qu'on les oublie, les personnes âgées, mais il faudrait peut-être commencer à y penser parce que là, les baby boomers sont vieillissants. Puis la situation devient de plus en plus importante. Puis c'est pour ça qu'on devrait investir auprès des aînés parce que il y a un gros boom qui s'en vient dans les foyers de personnes âgées. Donc, il y a des auteurs qui disent également que c'est la population la moins efficace en termes d'usage des technologies. Et là, on a apporté un nouveau terme que j'avais jamais entendu, qu'on appelle le Grey Divide, où elle se définit comme la fracture numérique vécue par les personnes âgées. Puis ça intègre également l'exclusion sociale, puis l'augmentation de l'écart entre les autres générations. Donc on parle encore d'un fossé numérique, mais pour les personnes âgées, donc on parle de Grey Divide. Puis il y a plusieurs auteurs qui ont revenu avec ce terme-là, donc c'est pas seulement une recherche qui en parle, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, on parle des bénéfices. Est-ce que les TIC sont bénéfiques pour les personnes âgées? On parle énormément du contexte social, comment les technologies peuvent améliorer la qualité de vie, améliorer la santé, les soins. On parle également de domotique quand on parle de la sécurité à la maison. Ça permet aussi une éducation sur un continuum de vie. Là, je fais référence à Compética, mais il y a beaucoup d'auteurs qui vont dire ça, le lifelong education. Ça donne un sens à leur vie, puis ça peut simplifier beaucoup de choses, comme par exemple quand on parle de faire des paiements par Internet, c'est tellement facile, tu fais ça chez toi, dans le confort de ton salon, pouf, tes paiements sont tous faits, mais il y a beaucoup de personnes âgées, si vous vous rendez dans des institutions financières, qui vont devoir de un, trouver une drive pour se rendre là, faire leur paiement là, revenir, donc ça représente beaucoup de c'est comme beaucoup de troubles pour rien quand tu sais que tu peux tout faire tes choses par Internet. Ensuite, lorsqu'on parle des considérations, la grande majorité des auteurs vont toujours mentionner les changements cognitifs, physiques et psychologiques, puis la santé en général. Donc, je ne m'attarderai pas trop là-dessus, mais quand on parle des changements cognitifs, c'est au niveau social, la mémoire, la concentration, au niveau physique, on parle de la motricité, de la vision, au niveau auditif, au niveau psychologique, on parle de l'anxiété, de l'incompréhension. Donc, c'est plusieurs points qui revenaient énormément, puis j'en discute beaucoup plus en profondeur dans ma recension des écrits. Puis, lorsqu'on parle de l'intégration comme telle, il y a beaucoup de facteurs comme à prendre en considération, comme j'ai fait un paragraphe entier sur le contexte social
parce que les auteurs mentionnent que pour que l'intégration soit un succès chez nos personnes âgées, il faut que le contexte social supporte leur démarche. Et ça, c'est grandement important. On parle aussi de la simplicité des outils. On parle de la perception des utilités. On parle également de la sécurité des données qui inquiète beaucoup nos personnes âgées. Ils ne savent pas si tout ce qu'ils vont mettre sur Internet, ça va être confidentiel ou pas. La facilité de l'usage. Il parle aussi que une personne âgée va intégrer ou non les technologies dépendamment de son attitude, des aptitudes, son éducation, son niveau socio-économique. Mais il y a aussi un auteur qui dit que une personne âgée va décider d'intégrer les technologies une fois qu'elle l'a essayé pour une première fois, tout dépendamment de son expérimentation puis l'exploration qu'elle a réussi à faire à travers son premier essai. Puis, il y a beaucoup de personnes âgées qui ne veulent pas ou qui ne sont pas intéressées du tout avec les technologies, tout simplement parce qu'ils ne voyaient pas la nécessité de les utiliser. Ils sont pas familiers avec ça, ils n'ont pas vraiment d'intérêt, mais encore là, la mention de la peur que ça soit pas sécuritaire revient encore. Puis, dans les recommandations, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui en ont fait, ils disent que si on veut offrir de la formation à nos personnes âgées, il faudrait d'abord penser à se renseigner sur leurs besoins pour les motiver, puis faire attention de ne pas les démotiver parce que ça leur prend pas grand-chose, supposément. Donc, voir qu'est-ce qui est leur besoin, puis essayer de travailler là-dessus pour qu'ils comprennent c'est quoi la nécessité, puis qu'est-ce que les technologies peuvent leur amener de bénéfique. Puis, il disait aussi de réduire les obstacles. Puis, quand on parle de ça, on parle principalement des outils, des interfaces. Par exemple, rendre les outils plus simples, plus conviviales, réduire les obstacles dans le fond. Puis il disait que ça serait important que les concepteurs soient conscients du processus de vieillissement. Donc, c'est un petit peu ça qui est ma recension des écrits. Justement, hier, j'ai fait un petit peu de recherche aussi sur qu'est-ce qui se passait comme au Canada ou au Nouveau-Brunswick. Puis j'ai trouvé un laboratoire de technologie pour bien vieillir qui s'appelle Technology for Aging Gracefully Lab. Désolé mon anglais. Puis ça, c'est à l'Université de Toronto, puis c'est en vigueur depuis 2008. Puis eux, ils conçoivent des appareils, des logiciels, des systèmes pour soutenir le vieillissement afin de favoriser comme un sentiment de collectivité, d'identité, d'autonomie pour les usagers parce que les autres aussi reconnaissent ça. Donc, quand j'ai lu ça, j'étais satisfaite parce que je me suis dit, ok, avec tout ce que j'ai lu dans tous les auteurs que j'ai pu retracer, on dirait que c'est ça qui les besoins. Donc, je pense que je vais même continuer un petit peu là-dessus à fouiller qu'est-ce qui se passe chez nous parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, c'est ce qui conclut ma recension des écrits. C'est comme je dis, j'ai juste fait un bref survol. Puis, si vous voulez aller voir ma recension, je vous invite à le faire. Donc, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne journée. Puis, j'ai été vraiment satisfaite et contente de travailler une fois de plus cet été avec vous tous. Donc, c'est ça. Bye bye!